Voilà, très bien. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour ce webinaire animé par nos grands professeurs, M. Mustafa Behri, et modéré par notre grand professeur, M. Jamal Berbe'i. Donc, je les laisserai faire la présentation eux-mêmes, leur présentation eux-mêmes. Je pense qu'ils la feront mieux que moi. C'est deux grands professeurs que nous aimons beaucoup et que nous admirons. Nous, quand je dis nous, c'est-à-dire le staff de l'école HEC, ainsi que tous les étudiants de l'école. Voilà. Alors, avant de démarrer cette séance webinaire, je voudrais rappeler quelques règles. Je vais demander à tous les participants de couper leur micro pour que ça se passe de manière correcte. Et donc, il y aurait des questions à la fin de la séance. On vous donnera la parole. Il y aura un temps pour poser vos questions et nos grands professeurs auront le plaisir de répondre aux questions. Et donc, ça sera sous forme de débat. Voilà. Donc, on va commencer. Monsieur le modérateur, Monsieur Jamal Behri, commencez par faire votre présentation et ensuite la présentation de Monsieur Behri. Allez-y. D'accord. Merci beaucoup, Madame Fakir. Donc, je voudrais tout d'abord remercier HEC d'avoir organisé en fait ce webinaire qui porte sur un sujet très, très intéressant et d'actualité. D'ailleurs, la petite présentation qui a accompagné en fait la publicité du webinaire était bien faite parce que justement met l'accent sur l'actualité du sujet dans ce contexte de crise un peu économique. Donc, je voudrais vivement remercier HEC pour cela. Et en deuxième lieu, remercier bien sûr Monsieur le professeur Behri d'avoir, je pense que c'est lui qui a choisi en fait le sujet et d'avoir en fait accepté de présenter cette conférence. Et je vais revenir sur son parcours et le lien qu'il a avec le droit de la consommation et la protection du consommateur de manière générale. Donc, merci à HEC et merci à monsieur le professeur Behri. Bon, pour me présenter, je suis Jamal Berbe'i. Donc, je suis professeur de l'enseignement supérieur à l'université Mohammed V de Rabat, à la faculté de droit de Salé. Bon, je suis docteur en droit privé, je suis un juriste. Donc, je suis titulaire d'un doctorat en droit de contrat de l'université là où je suis actuellement, c'est-à-dire de l'université de Toulouse, depuis 2009. Donc, j'assure plusieurs matières qui se recoupent un petit peu parfois avec le droit de la consommation, parce que ma spécialité, en fait, sur laquelle j'ai travaillé, ma thèse de doctorat était le droit des contrats. Et le droit de la consommation, il y a un point très important qui concerne le contrat de la consommation. Et je pense que monsieur le professeur Behri va revenir en fait sur la question des contrats à distance certainement. Voilà, pour ma part, c'est quelques éléments en fait biographiques pour me connaître. Donc, je suis bien sûr également enseignant vacataire à HEC, donc où j'enseigne des matières de droit bien sûr, et à d'autres établissements d'enseignement supérieur. Quant à monsieur le professeur Behri, moi j'ai regardé un petit peu son CV. Je vais essayer, monsieur Behri, de le résumer parce que il faut dire que monsieur le professeur Behri, il a une expérience très, très riche, aussi bien dans l'administration marocaine que dans l'enseignement et la consultation. Donc, il est titulaire d'un doctorat
en sciences économiques depuis 2002 de la faculté d'Agdal, c'est-à-dire l'université de Rabat-Agdal. Et en parallèle, il a assuré et assumé plusieurs fonctions administratives en tant que chef de division. Pendant plusieurs années, moi j'ai compté à peu près, et vous pouvez me corriger, M. Behri, à peu près 16 ans. 16 ans en tant que chef de division. Exactement. En fait, vous étiez chef de division, chef de 2 divisions qui ont un lien direct avec tout ce qui est droit de la consommation et tout ce qui est en fait droit de la concurrence. On va dire consommation et concurrence de manière générale, parce que vous étiez chef de la division du contrôle et de l'approvisionnement pendant 8 ans, et vous étiez également chef de division des investissements et du tourisme également pendant 8 ans. Et puis, vous avez une expérience très, très riche en matière de consultation. Moi, j'étais vraiment étonné par le nombre d'études et de rapports que vous avez, en tout cas auxquels vous avez participé, je suppose qu'avec d'autres consultants. Donc, une trentaine d'études et de rapports dans des domaines très variés, y compris dans des domaines liés en fait à cette spécialité qui est en fait la consommation et la concurrence. Par ailleurs, vous êtes enseignant à HEC, bien sûr, où vous enseignez plusieurs matières, parmi lesquelles il y a le droit de la consommation. Et vous êtes professeur également dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, parmi lesquels les facs de droit. Et en même temps, vous êtes formateur, parce que justement, il y a une différence entre l'enseignement académique et la formation professionnelle, parce que vous avez animé plusieurs formations sur des thèmes très variés, et là, parmi lesquels, parce que je ne voudrais pas parler des autres spécialités de M. Behri, parce que le thème de la conférence d'aujourd'hui, s'il vous plaît, Moussa, s'il vous plaît, désactivez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, tout le monde désactive le micro. Moussa, merci beaucoup, Monsieur Moussa. Et donc, j'étais en train de parler des formations que Monsieur le professeur Behri a animées et qui touchent entre autres en fait la liberté des prix et de la concurrence et la protection du consommateur. Il y a un point sur lequel en fait l'assistance doit, c'est-à-dire j'attire l'attention de l'assistance sur ce point, c'est que M. Behri, parce qu'il était en fait chef de division, c'est-à-dire un haut fonctionnaire, il a certainement accompagné les projets de loi, aussi bien en matière de concurrence qu'en matière de consommation. Donc, c'est quelqu'un qui connaît un peu la cuisine de l'intérieur, en quelque sorte. C'est-à-dire, il connaît un peu la procédure législative de l'intérieur, comment on est arrivé à ce cadre légal actuel avec son évolution et bien sûr les finalités des règles qui sont en vigueur aujourd'hui. Et pour finir, monsieur le professeur Behri est aussi auteur parce qu'il a publié plusieurs articles. Moi, j'ai compté une dizaine d'articles en droit de la consommation, parmi lesquels il y a un dernier article publié le 30 juin 2022 sur la baisse des prix au Maroc, dans ce contexte économique actuel qui fait partie du titre de la conférence d'aujourd'hui. Parce que le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est le droit du consommateur dans le contexte économique actuel. Donc voilà, vous avez un résumé, parce que c'est un résumé du CV en quelque sorte de monsieur le professeur Behri,
Comme ça, en tout cas, ça vous motive en quelque sorte pour suivre avec beaucoup d'intérêt les propos de monsieur le professeur Bahri. Donc, sans trop tarder, un mot sur le thème d'aujourd'hui, donc droit du consommateur dans le contexte économique actuel. Dans la présentation, M. Bahri a mis l'accent sur la sensibilisation des consommateurs par rapport à leurs droits, parce que les consommateurs ont des droits très souvent ignorés, et ces droits prennent un peu plus d'ampleur dans le contexte économique actuel. Donc c'est pour ça il faut d'abord connaître ces droits-là, connaître ensuite leur intérêt dans le contexte actuel, parce que bien sûr, les lois des différents pays, de manière générale, listent quels sont les droits des consommateurs. Droit à l'information, droit à l'écoute, droit à la représentation, et ainsi de suite. Au choix, et ainsi de suite. Donc, après, ce qui est intéressant dans cette conférence, c'est que M. Bahri va essayer de confronter ces droits-là au contexte économique actuel. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le contexte économique actuel, qui se caractérise par, comme vous le savez tous, par d'abord la crise de Covid et la crise actuelle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, donne plus d'actualité en fait à ces droits en fait du consommateur. Parce que tout simplement, comme le dit en fait la présentation de manière très claire, c'est que les professionnels de manière générale vont utiliser ce qu'on appelle en droit de la consommation des méthodes agressives pour pousser en fait les personnes, les particuliers et les consommateurs de manière générale à consommer davantage. Donc voilà, moi je trouve personnellement que le sujet il est très intéressant et j'ai hâte à écouter monsieur le professeur Bahri, à qui je donne tout de suite la parole sans trop tarder. Merci à vous la parole, beaucoup. monsieur. Merci beaucoup, monsieur Bahri. Je ne peux rien ajouter parce que vous avez dit plus que je peux dire. Je vois que vous avez bien décortiqué mon CV et que vous avez bien présenté mon parcours aussi bien au niveau de l'administration qu'au niveau de l'enseignement. Le droit du consommateur, pourquoi c'est un sujet d'actualité? Vous savez que lorsqu'on parle du droit de la consommation, il faut toujours le lier au droit de la concurrence. Ils sont intimement liés parce que si on a une concurrence qui fonctionne très très bien et si on a une administration qui veille sur le bon fonctionnement de la concurrence, automatiquement, le consommateur va profiter de ce bon fonctionnement. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, actuellement, tous les pays parlent de la liberté des prix. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté des prix? C'est qu'ils laissent le soin aux entreprises, bien sûr il y a plusieurs formes, de fixer leur prix. En d'autres termes, l'administration ne fait rien en ce qui concerne les prix. D'une manière générale, elle ne fait rien. Donc, c'est une confrontation entre le fournisseur, lorsque je dis fournisseur, soit producteur, soit importateur, soit commerçant grossiste, détaillant, prestataire service, donc ce sont des fournisseurs, et en face, on a un consommateur. Et de là où le consommateur doit être averti, il doit être en mesure de se défendre. Donc, et par conséquent, il doit être au courant de ses droits. Et tous les droits du consommateur, ce sont des obligations pour les fournisseurs. Donc, en d'autres termes, on n'a personne à nous protéger. On doit nous protéger nous-mêmes. On a des associations de protection du consommateur. Elles ne sont pas nombreuses. Est-ce qu'elles fonctionnent comme il faut ou non? Ça, c'est un autre débat. Ça mérite une autre conférence. Mais toujours est-il, le consommateur, c'est à lui que revient la défense de ses intérêts. Donc,
quand on parle de protection du consommateur, la vérité, ça ne date pas d'aujourd'hui dans le contexte actuel. Depuis, ça ne date pas du protectorat parce que les premiers textes mis en place au Maroc, ça date de 1912 avec la loi sur le Daïr concernant la répression des fraudes. Mais ça remonte à l'aube de l'islam. Je parle du cas du monde musulman. Nous, dans le monde au Maroc, on a connu une institution qui s'appelle la Hisba et qui, entre autres, protégeait le consommateur. Donc, elle encadrait toutes les activités économiques, mais seulement dans les villes, pas à la campagne. Donc, en d'autres termes, on avait toujours, je peux me permettre de dire qu'il y avait quelqu'un qui veille sur la protection du consommateur par le contrôle du poids et de la qualité des produits. Mais la protection du consommateur, parce qu'il y a la vente et l'achat des produits qui a fait toujours l'objet d'une réglementation. Donc, on a le contrôle des produits alimentaires, on a le contrôle des viandes, etc. Donc, il y avait un contrôle, mais qui avait toujours un sens répressif. C'est une politique répressive, mais pas de protection. Eh bien, les premiers qui ont parlé de la protection du consommateur, eh bien, ce n'est pas une loi très ancienne. Ça remonte aux années 60. Et ça a commencé plus exactement aux États-Unis. Et les premiers textes ont vu le jour aux États-Unis concernant, je parle, la protection des consommateurs. Parce que la loi sur la concurrence date de 1894, le Sherman Act. Elle est plus ancienne que la loi sur la protection du consommateur. Et on va comprendre pourquoi c'est dans les années 60 que les premiers textes ont vu le jour. Donc, pour comprendre ça, il y a lieu de présenter la genèse de la préparation de la loi relative à la protection du consommateur, aussi bien au Maroc que dans d'autres pays. D'abord, pourquoi aux États-Unis? Parce que la loi sur la protection du consommateur a vu le jour avec la société de consommation. C'est à partir des années 60 que la société de consommation a modifié l'approche marché. Donc ici, on veut définir la société de consommation. C'est une société où le système économique, écoutez bien ça s'il vous plaît, où le système économique pousse à consommer. Donc, on vit dans un système qui nous agresse, qui nous pousse à consommer. Et en plus, il suscite des besoins dans les secteurs qui lui sont profitables, c'est-à-dire pas les besoins dans le domaine qui nous intéresse. Donc, c'est tout un système qui est mis en place pour nous inciter à consommer et pour aussi susciter des besoins. Et si c'est un système qui fonctionne de cette façon, automatiquement, ça implique des stratégies de séduction et la multiplication des offres. Donc, on voit que de l'autre côté, il y a un développement, une agression pour amener les gens à consommer, susciter des besoins, et de l'autre côté, il y a des consommateurs qui ne suivent pas ce développement. Mais les premiers qui ont parlé de cette société de consommation, ce sont des philosophes comme Vance Packard, qui a écrit un ouvrage, La persuasion clandestine, et c'est eux les premiers qui ont dénoncé cette société de consommation. Et il y a aussi un grand économiste, Galbraith, qui était conseiller de plusieurs présidents des États-Unis, qui a écrit un ouvrage sur l'ère de l'opulence, et il y a un autre philosophe, Marcuse, l'homme unidimensionnel. Je vais vous donner une courte ou un court résumé sur ces trois ouvrages, parce que ce sont les premiers qui ont dénoncé la société de consommation. Si on revient au premier, c'est-à-dire Vance Packard, c'est un économiste et sociologue décédé en 1996. Eh bien, c'est lui le premier penseur qui a attiré l'attention en 1957 sur les techniques de manipulation mentale et psychologique dans son livre « La persuasion clandestine ». Donc, il a insisté dans son ouvrage sur les nouvelles méthodes de manipulation mentale introduites par la télévision. Déjà en 1957, il a détecté que la télévision manipule
les gens. En 1964, il a écrit un deuxième ouvrage qu'il appelait « Une société sans défense ». En 1964, déjà, il parlait que nous sommes une société sans défense. C'est une société sur surveillance. C'est une société qui est fichée. Donc, on a fiché la population, pas seulement par la police, mais aussi par les entreprises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que chaque fois, on vous dit de donner vos coordonnées, numéro de téléphone, votre adresse mail, mais c'est une sorte de fichage de la population. Et généralement, lorsqu'on vous demande de télécharger un document, d'introduire des éléments vous concernant, c'est un fichage et ça sert beaucoup dans des études marketing. Donc, avec le marketing digital, maintenant, il exploite toutes les informations qui transitent par l'Internet. Galbraith, ou Jean-Kenneth Galbraith, l'économiste qui était conseiller de plusieurs présidents aux États-Unis, lui, il a développé donc une notion nouvelle qui est la filière inversée. Pourquoi il appelait la filière inversée dans son ouvrage « L'ère de l'opulence » qu'il a publié en 1958? Souvent, on enseigne, les professeurs de marketing disent que les entreprises font des études, identifient les besoins des consommateurs et ils produisent ce que veut le consommateur. En d'autres termes, ils répondent à une demande. Mais lui, étant donné qu'il a parlé d'une filière inversée, qu'est-ce qu'il a écrit dans son livre? Ce sont les entreprises qui imposent des produits aux consommateurs. Ils fabriquent les produits et ils nous imposent ces produits-là. Et non l'inverse. C'est la raison pour laquelle il a parlé de filière inversée. En fin de compte, peut-être ils font des études pour identifier les besoins, les attentes du consommateur, mais eux, ils fabriquent des produits qui nous imposent. Ils considèrent la notion, même Galbraith, la notion de marché qui n'a pas de sens. Le dernier, c'est Marcuse, qui a publié un ouvrage aussi en 1964. Vous allez constater, c'est entre la fin des années 50 et 64. C'est là où on a constaté l'apparition de la société de consommation. Eh bien, lui, il a parlé de la société industrielle avancée. Qu'est-ce que cette société industrielle avancée? Eh bien, elle crée des besoins, écoutez bien, illusoires au système de production et de consommation par le biais des masses médias et de la publicité. Les conséquences, on a un univers de pensée et de comportement unidimensionnel, c'est-à-dire il crée des besoins, il intègre les individus dans le système de production pour satisfaire ces besoins, et par conséquent, on est carrément dans un comportement unidimensionnel imposé par ces sociétés. Donc, et lequel l'esprit de critique de comportement est écarté. L'année 62. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque année, le président des États-Unis adresse un message sur l'état de l'Union. Et en 62, à l'époque du président Kennedy, c'est lui le premier qui a parlé de consommateurs, il constatait que les consommateurs représentent le groupe économique à la fois le plus important, mais le moins écouté. Et il a souhaité dans son discours, dans son message, établir une législation susceptible d'assurer le plein exercice de leurs droits, c'est-à-dire les droits des consommateurs, droit à la sécurité, droit d'être entendu, droit d'être informé et le droit de choisir. Donc, le premier qui a parlé de la protection du consommateur, c'est Kennedy et aux États-Unis. C'est aussi aux États-Unis que les premières associations de protection du consommateur ont vu le jour. Il y a une personne très connue, un avocat, Ralph Nader, dans les années 70, qui a donné une vigoureuse impulsion aux associations. Donc, c'est un homme politique américain qui est d'origine libanaise et qui est devenu célèbre par la défense du consommateur. Donc, il a créé, avec l'association Public Citizen, qu'il a créée en 60, et il a fondé plusieurs autres associations, et dans l'intérêt public, des associations par des juristes qui défendaient
les consommateurs. Donc, la première législation sur la protection du consommateur, comme je l'ai dit, a vu le jour aux États-Unis. Donc, parce qu'à partir des années 60, que les consommateurs commencent à poser un problème de société. Pourquoi? Parce que cette époque correspond à un développement économique sans précédent qui multiplie les biens et les services proposés aux consommateurs et qui améliore globalement leur qualité. Cette période aussi des années 60 correspond à l'accroissement de la taille des entreprises. C'est à partir des années 60 qu'on a commencé à avoir des entreprises de plus en plus grandes et importantes. Et aussi la complexité des produits et des services. Les produits, ce ne sont pas des produits simples, ça devient des produits complexes. Et aussi, il y a un phénomène qui a vu le jour, qui s'est développé beaucoup, c'est le crédit, le développement du crédit. Il y a également la publicité et il y a le marketing. Donc, tous ces éléments ont fait que le consommateur se trouve désarmé devant les entreprises. Et à partir de cette date, que le déséquilibre entre les partenaires économiques s'est accru. Donc, les professionnels se trouvent de plus en plus en position de force vis-à-vis d'un consommateur qui n'a pas les moyens dont disposent ses fournisseurs. C'est quelques années après, c'est dans les années 70 et 80 que les Européens ont suivi. Et on a vu, par exemple, en France, les premières associations de protection du consommateur. Donc, ils ont un document qu'ils publient, je crois, mensuel, 50 millions de consommateurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et c'est là, ils dénonçaient les entreprises qui portaient atteinte à la santé du consommateur, qui trafiquaient les produits. Et les entreprises avaient beaucoup peur de voir leur nom cité dans ce journal 50 millions de consommateurs. Il y a des journalistes, entre guillemets, qui ont écrit un ouvrage 50 millions de cobayes. Et ils montraient comment les entreprises manipulaient les gens et ils les rendaient comme des cobayes. C'est un ouvrage qui a été publié par il y a 20 ans par des journalistes français. Donc, c'est la réplique de 50 millions de consommateurs. Donc, ils ont mis 50 millions de cobayes. Donc, c'est dans les années 70 que les associations commencent à voir le jour en France et dans les pays voisins de la France. En France, le terme consumérisme, il désigne la protection des intérêts du consommateur par des associations. Et pour la première fois, il apparaît dans la langue française en 1972, et bien sûr sur la base du mot d'origine américaine, consumérisme. Et par là est apparue toute une discipline qu'on appelle le droit de la consommation. Donc, c'est à partir des années 70 qu'on a commencé à parler du droit de la consommation. Donc, la tendance de protection du consommateur s'est beaucoup accrue avec la création tant de formes d'incitation à l'achat que de nouvelles techniques de distribution. Il y a un autre élément, c'est la concentration des distributeurs. Donc, la dimension, il est devenue multinationale. Vous savez, on a même des plateformes de distribution qui sont implantées dans, je peux dire, une centaine de pays. Donc, ils ont une dimension multinationale et qui est devenue la règle. Et là, avec ce développement de la distribution à l'échelle internationale, eh bien, ça a accentué le sentiment d'écrasement du consommateur qui est en principe fragile. On a vu de l'autre côté des structures qui se développent et de l'autre côté, le consommateur, il est resté tel qu'il est. Donc, et aussi, c'est le développement d'autres éléments tels que le démarchage, ce qu'on appelle le porte-à-porte, la vente forcée. Il y a certaines entreprises qui envoient des produits à des consommateurs qu'ils n'ont pas commandés, ils leur demandent de les payer. Et ce qui fait que ça a rendu nécessaire une réglementation spécifique à la consommation. Et à cela, il faut ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, la complexité technique des produits vendus. Et un autre élément aussi qui est très important, c'est l'obsolescence programmée. En fin de compte, vous achetez un produit, au lieu de durer 5 ans, 6 ans, il ne dure qu'une année, 2 années, parce qu'il se trouve dépassé
par une évolution technologique. Et à tel point, j'ai lu à droite et à gauche, il y a même des entreprises qui programment l'obsolescence de leurs produits. Et ils vous obligent à acheter un autre produit par la suite. Par exemple, on vous dit qui n'est plus compatible. Il faut le rendre compatible en installant tel ou tel logiciel ou en faisant telle ou telle chose ou en changeant carrément le matériel. Donc, ce sont des choses qui méritent d'être approfondies au niveau de l'analyse, ce qui fait quand on parle d'obsolescence programmée, effectivement, ça existe. Un autre élément aussi qu'on vit actuellement et plus particulièrement après le Covid, la dématérialisation des échanges. Et maintenant, les échanges se font sans présence des deux parties. Et aussi, il y a un autre élément, le dernier, c'est l'imagination des publicitaires aux communicants. Maintenant, on excelle au niveau de l'imagination des publicitaires. Sans oublier, bien sûr, des contrats qu'ils mettent sous nos yeux et qu'on est, entre guillemets, censé lire, et même si on les lit, on ne les comprend pas. Il faut être un très bon juriste pour comprendre les contrats. Donc, des choses qui sont écrites en petits caractères. Et on n'a que ce qu'on appelle les contrats d'adhésion. On n'a qu'à signer à la fin, parce que ce sont des contrats déjà préparés. S'il vous plaît, coupez le micro. Ça. S'il vous plaît. Merci. Donc, il y a les abonnements téléphoniques, il y a l'Internet, il y a maintenant le caractère transfrontalier du commerce électronique. Vous savez, maintenant, vous pouvez acheter des produits de n'importe quel pays, avec Alibaba de Chine, avec Amazon aux États-Unis. Donc, il y a pas mal de sites maintenant où on achète à distance. D'abord, pourquoi une loi sur la protection du consommateur? Parce que pour l'achat d'un produit ou d'un service, nous, consommateurs, on entre en relation avec des personnes physiques ou morales. Et ces personnes avec qui on entre en contact, ils ont leur profession de vendre, alors que nous, on n'a pas une profession d'acheter. Donc, on est en face de professionnels. Et de là, il y a une relation entre les deux parties qui est déséquilibrée. Pourquoi déséquilibrée? Parce que le consommateur qui se trouve dans la partie faible face à des professionnels qui ont plus de moyens financiers, qui ont plus de moyens techniques, qui ont plus de moyens juridiques et qui utilisent plus de moyens de séduction. Et ces moyens ne font que s'accroître avec la multiplicité des formes de distribution et des techniques d'incitation à l'achat, c'est-à-dire le marketing. Il y a également les nouvelles technologies qui éloignent de plus en plus l'acheteur du vendeur et dématérialisent les échanges. Eh bien, tout ça a amené le législateur à intervenir pour mettre en place un texte pour la protection du consommateur. Ces éléments permettent aux commerçants de dicter sa loi aux consommateurs. Et pour certains, je ne dis pas tous les professionnels sont par hypothèse malhonnêtes. Ce n'est pas général, mais ils sont nombreux à être malhonnêtes. Donc, le déséquilibre entre consommateurs et vendeurs, ça existe depuis toujours. Donc, les consommateurs sont en situation de faiblesse et en fin de compte, ils deviennent de simples objets manipulés par les spécialistes du marketing. Ils sont à la fois rois, ce qu'ils nous disent, ils nous disent que le consommateur est roi, mais en fin de compte, on est des esclaves. On est des consommateurs. Donc, en fin de compte, ils nous manipulent comme ils veulent. Donc, il est apparu indispensable de protéger les consommateurs contre qui? Les malhonnêtes, contre les abus de puissance économique. Et nous, on n'est pas en mesure de constater ces agissements-là. Ils ne sont jamais perçus par l'opinion publique. S'agissant du Maroc, le premier texte qu'on a mis en place au Maroc, ça date de 2011. C'est en 2011 qu'on a mis en place le premier texte sur la protection du consommateur, c'est la loi 3108. Et le décret d'application n'a vu le jour qu'en 2013. Et il fallait des arrêtés. Et on a attendu encore 4 ou 5 ans. En fin de compte, depuis de 2011, il fallait 8 ans ou 9 ans
pour un petit peu mettre en place tous les textes, parce qu'il y a la loi, il y a le décret d'application, et il y a les arrêtés des fois. Sans arrêté, on ne peut pas appliquer certaines dispositions. Donc, le droit de la consommation, aussi, c'est un droit pluridisciplinaire qui concerne le droit civil. Et c'est un droit qui utilise le droit pénal pour sanctionner la violation de certaines obligations qu'il édicte. Donc, il est en relation avec le droit civil et le droit pénal. Il y a deux disciplines qui sont étroitement liées au droit de la consommation. Tout à l'heure, j'ai parlé du droit de la concurrence. Moi, je considère le droit de la protection du consommateur comme complément du droit Parce qu'en fin de compte, si on schématise les marchés, il y a deux marchés. Il y a un marché entre les professionnels, il y a un marché entre les professionnels et le consommateur. Donc, le premier, il régit les relations entre professionnels. C'est là où on parle d'entente, d'abus de position dominante, de concentration, de certaines pratiques restrictives de la concurrence. Et de l'autre côté, il y a le texte qui ne concerne que les fournisseurs. J'ai dit tout à l'heure, les fournisseurs, ils sont nombreux, aussi bien importateurs, détaillants, commerçants, grossistes, grandes surfaces, prestateurs de services, et de l'autre côté, le consommateur. Donc, ensemble, c'est ce qu'on appelle le droit économique. Pour le droit de la concurrence, donc, il a pour objet la régulation des déséquilibres qui peuvent apparaître sur le marché, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si le marché fonctionne comme il faut, ça va impacter positivement le consommateur. D'ailleurs, on le vit actuellement au niveau des produits pétroliers. Le marché, au niveau de la concurrence entre les sociétés pétrolières, si on avait un marché qui fonctionne comme il faut, eh bien, l'impact sera moindre que l'impact actuel. Donc, ce qui fait que lorsque le marché ne fonctionne pas comme il faut, lorsqu'il n'y a pas un organisme qui veille sur le bon fonctionnement et qui sanctionne certaines pratiques, plus exactement l'entente, qui est des fois très courante au niveau des économies et qui prend plusieurs formes. Je souhaite bien un jour faire une conférence concernant les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de la concurrence, et vous allez voir que c'est intimement lié. Donc, le droit de la distribution, nous, on n'a pas le droit de distribution au Maroc, ce sont des dispositions éparpillées entre la protection du consommateur et la loi sur la concurrence, ce qui concerne toutes les activités d'intermédiation. Donc, on n'a pas de loi sur la distribution au Maroc. Le droit de la consommation, il accorde une part importante à un élément très important et on n'est pas encore arrivé à l'imposer au Maroc. C'est ce qu'on appelle l'information du consommateur. L'information du consommateur à partir de la publicité des prix, à partir de l'affichage des prix. Depuis les premiers textes des années 60, au Maroc et même la fin des années 50, on insiste toujours sur la publicité des prix, sur l'affichage des prix, mais on n'est jamais arrivé à amener les fournisseurs à afficher leurs prix, à publier leurs prix. Donc, le droit de la consommation, à côté des actions individuelles, autorise les actions des associations de consommation. Donc, on a des associations de consommateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont censées défendre le consommateur, mais qui, depuis les premières associations qui ont vu les jours vers la fin des années 80, avant même d'avoir un texte sur la protection du consommateur, la première association a été créée par un avocat à Casablanca, mais on n'a jamais constaté par exemple, moi je connais le cas de certains pays où des associations qui étaient derrière, c'est-à-dire le déclenchement des actions contre des entreprises. Nous, on n'est pas encore arrivé à ça. Je peux vous citer un pays voisin qui n'est pas aussi développé que nous, eh bien, une association qui a effectué des prélèvements selon les normes, les règles, elle a fait des résultats dans le laboratoire officiel et elle a contacté l'entreprise pour lui montrer ses résultats. Et il lui a dit, ou bien vous soignez la qualité, ou bien on va dénoncer la mauvaise qualité de vos produits. En d'autres termes, ils interviennent avant le tribunal pour sensibiliser les entreprises et pour faire savoir aux entreprises que
il y a des associations qui défendent le consommateur. Donc, le droit de la consommation cherche, en fin de compte, à équilibrer les relations entre professionnels et consommateurs. On ne veut pas dire que pour favoriser le consommateur, rien que pour équilibrer les relations. Donc, il met ce droit-là à la charge des professionnels des obligations. Et toutes les obligations sont des droits pour le consommateur. Donc, quels sont les droits fondamentaux des consommateurs? D'abord, le consommateur a droit d'être informé. Il a droit à l'information. C'est un droit. Et s'il est informé, il a un droit au choix. Malheureusement, des fois, on dit qu'il a un droit au choix alors qu'il n'est pas informé. On ne peut pas choisir si on n'est pas très bien informé. Un autre élément introduit au Maroc pour la première fois, c'est le droit à la rétractation. C'est très important, c'est-à-dire il y a des cas au Maroc, on va voir le démarchage, la vente à distance, les crédits. Vous avez une période généralement de 7 jours, qui est prévue par la loi, de réfléchir et de dire, moi j'ai signé le contrat, mais je vais me rétracter, ça ne m'arrange pas. Et ça, c'est un avantage parce que ce problème, il a créé pas mal de difficultés à des familles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de les vacances partagées. Les vacances partagées, ce sont des gens qui démarchent des citoyens dans la rue pour leur proposer l'achat d'un appartement. C'est le time share. Donc, il y avait des gens, je connais des gens qui ont perdu 100 000 dirhams. Ils ont signé le contrat et il n'y avait pas cette possibilité de rétractation. Moi, je considère cette disposition concernant la rétractation, elle est très importante au niveau du droit de la protection du consommateur. Il y a aussi le droit de la protection des droits économiques. Le droit à la représentation. Tout à l'heure, j'ai parlé des associations. Et le droit à l'écoute. Donc, on doit écouter le consommateur. En ce qui concerne le droit à l'information, tout professionnel qui met en vente un produit ou un service, qu'il expose à la vente, est obligé de fournir au consommateur 3 séries d'informations sur les biens ou services. D'abord, la première information concerne les prix. Donc, on est en droit, on n'a pas à demander combien ça coûte ça, combien vous vendez ça. Lorsqu'on passe devant un produit exposé à la vente, j'insiste très bien, un produit qui est exposé, automatiquement, son prix doit être affiché. Et le consommateur consulte le prix sans demander. C'est comme dans le commerce moderne. Dans le commerce moderne, on n'a pas à demander les prix. Vous êtes dans une plateforme commerciale moderne, tous les prix sont affichés. Eh bien, ces prix-là, ils doivent être affichés partout, aussi bien pour les produits que pour les services. Deuxième élément, le consommateur doit être informé sur les limitations éventuelles de sa responsabilité. Là, je vous donne un petit exemple. Au niveau de certains billets de transport, ils mettent si vous ne vous présentez pas à l'heure, réclamation. Ça, il vous montre la limite. Si vous arrivez après l'heure, vous n'avez plus droit. Donc, il y a aussi une chose, ce sont les conditions particulières de vente. Nous, on n'a pas encore ça au Maroc. Par exemple, en France, tout ce qui est pièces détachées d'occasion, ils ont des conditions particulières de vente ces produits. Nous, on n'est pas encore allé. Tout ce qui est vêtements usés, il y a des conditions. Nous, on n'a pas ça. Mais c'est prévu par la loi, ça reste des arrêtés. Probablement, dans les années à venir, on va voir des arrêtés qui sont préparés par le ministère de tutelle pour encadrer les ventes de certains produits, comme j'ai dit, les produits d'occasion. Deuxième droit, j'ai parlé déjà de ça, c'est le droit au choix. Donc, le consommateur a le droit de choisir librement en connaissance de cause. Donc, et en fonction de ses moyens et en fonction de ses besoins. Donc, le consommateur, pour choisir, je l'ai dit tout à l'heure, il doit disposer d'une information claire, d'une information précise sur le produit ou le service recherché. Ce qu'on constate généralement, les fournisseurs ne donnent pas toutes les informations. Ils cachent des informations.
Donc, alors qu'ils nous disent que vous avez le choix, on ne peut pas choisir si on n'est pas très bien informé. Un autre élément qui a été introduit au Maroc dans les années 80 par la loi sur la répression des fraudes, en 84, c'était un article 10, et qui a été repris par la loi sur la protection du consommateur, c'est la publicité mensongère. Donc, toute publicité comportant des allégations, des indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur est interdite. En d'autres termes, toute publicité mensongère est interdite. Donc, ça peut concerner la nature, c'est-à-dire la nature du produit, qui est de nature à induire le consommateur en erreur sur l'existence d'un produit. Souvent, nous, au Maroc, on dit 500 dirhams le produit, stock limité. C'est pour attirer le consommateur, en fin de compte. Si vous faites le contrôle, ils vous disent, oui, on avait 2 produits ou 3 produits qu'on a vendus. Alors, sur l'existence, des fois, ils font de la publicité que le produit existe alors qu'il n'existe pas. La nature, la composition, donc la teneur en principe, l'espèce, l'origine, donc tout ça, s'il y a une publicité mensongère, c'est interdit. Un autre élément qui a été introduit pour la première fois au Maroc, c'est la publicité comparative. Mais comparative, en comparaison, vous pouvez comparer les caractéristiques, vous pouvez comparer les tarifs, vous pouvez comparer les prix des produits, soit carrément en montrant les marques, soit carrément en montrant le logo. Mais cette publicité n'est autorisée que si elle est loyale, elle est véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur. C'est-à-dire, on peut faire une comparaison. Vous ne pouvez pas comparer 2 produits différents et comparer leur prix. Donc, il faut que les produits aient les mêmes caractéristiques, les mêmes conditions de vente, et à ce moment-là, on peut dire c'est moins cher que d'autres produits. La publicité comparative a vu le jour la première fois, c'est aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu des publicités entre Coca-Cola et Pepsi-Cola, une publicité comparative, ils le font, c'est permis aux États-Unis. Donc, il y a une publicité qui est très connue, c'est celui qui voulait des canettes de Coca-Cola et il n'avait pas la taille suffisante pour appuyer sur le bouton de Coca-Cola. Il a acheté 2 canettes de Pepsi, il les a mis en bas et il est monté sur les 2 canettes pour atteindre le bouton de Coca-Cola. Donc là, les gens préfèrent Coca-Cola. Donc c'est une publicité qui est très connue. Vous pouvez taper au niveau de Google publicité comparative, vous allez voir des cas. En France, jusqu'en 1972, la publicité comparative, elle était interdite. Les juristes à l'époque considéraient que la publicité comparative, même s'il est véridique, était un acte de concurrence déloyal et contraire aux usages commerciaux. Eh bien, pour ces juristes-là, on ne se critiquait pas entre concurrents. Le concurrent lésé, s'ils se sont lésés, il n'a qu'à s'adresser à la justice, donc par application du Code civil. Donc, mais il y a eu un changement par la suite en faveur de la publicité comparative à condition qu'elle soit véridique. C'est-à-dire, par la suite, ils ont autorisé la publicité comparative. On passe à notre volet qui nous concerne, ce sont les ventes en solde. Vous savez, avant la loi sur la protection du consommateur, on avait au Maroc des magasins qui affichaient solde toute l'année. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces magasins-là. Donc, là, lorsqu'on a introduit pour la première fois les ventes en solde, en quelque sorte, on a, bien que, à mon avis, on n'a pas mis suffisamment de garde-fous en ce qui concerne les ventes en solde. Donc, les ventes en solde, c'est annoncé par une réduction de prix. Pourquoi? C'est pour l'écoulement accéléré de produits ou de biens en stock. C'est pour déstocker quand met en place les ventes en solde. Donc, la vente en solde au Maroc ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d'un affichage clair et lisible du terme solde. On doit afficher que ce sont des ventes en solde. La différence avec la France, c'est qu'elle ne peut être organisée que 2 fois par an. Nous, au Maroc, on n'a pas fixé de date.
ils peuvent vendre à prix fortement réduit en utilisant la dénomination sol ou une autre dénomination équivalente. Donc, n'importe quelle entreprise en France peut vendre des biens en sol, des biens, si les biens ont été proposés à la vente pendant au moins 30 jours avant le début de la période de solde. En d'autres termes, il faut vendre un produit pendant 30 jours, par exemple à 10, et après 30 jours, vous pouvez dire 8 ou 7 ou 9. C'est-à-dire il faut pratiquer le prix pendant 30 jours et par la suite que vous allez appliquer le solde. Et aussi que les produits sont toujours en sa possession. On ne peut mettre vente en solde que si on a les produits sous la main. En France, il y a 2 périodes qui sont fixées par la loi, du 3 janvier au 31 janvier inclus, et du 1er juillet au 31 juillet. Donc, ce sont les 2 dates qui sont fixées par la loi, et pour moi, c'est une bonne chose. C'est un élément qui dynamise le tourisme de shopping. Il y a des gens qui se déplacent, qui voyagent pendant les périodes de solde. Donc, en d'autres termes, c'est un moyen d'attirer des touristes. C'est la raison pour laquelle moi, j'apprécie beaucoup le fait c'est-à-dire de fixer les dates. Il y a une autre pratique que nous connaissons tous, c'est la loterie publicitaire. Donc, ce sont des opérations proposées au public par le fournisseur sous des noms différents qui fait naître l'espérance d'un gain par le consommateur. C'est une pratique commerciale réglementée pour la première fois au Maroc, ce qu'on appelle les jeux désignant les gagnants par voie de sort. S'il vous plaît, coupez le... Elle élicite la loterie publicitaire à une condition, qu'elle ne soit pas déloyale. Vous savez, des fois, on parle le tirage sera effectué. Le règlement, il est déposé parce qu'il y a toute une procédure qui est prévue par la loi. Il faut mettre en place un règlement, il y a un modèle de règlement. Il faut le déposer au niveau du ministère de tutelle. Il faut désigner les modalités de tirage au sort. Il faut établir un PV à la fin avec les noms des gagnants, etc. Donc, il y a toute une procédure. C'est la raison pour laquelle, des fois, on dit que c'est le notaire X qui se charge de l'opération de loterie publicitaire. Un autre élément qui a été introduit au niveau de la loi, c'est l'abus de faiblesse ou d'ignorance. Et là, l'abus de faiblesse, c'est le fait d'exploiter la vulnérabilité de l'ignorance ou de l'état de suggestion, soit psychologique, soit physique, d'un tiers. Cette disposition, elle est prévue par le DOC. Là, je reviens à M. Rebel. Donc, cette disposition, mais seulement au niveau des articles 878 et 552 du Code pénal et 878 du DOC de 1913, ces sanctions étaient limitées quand il s'agit de mineurs, dans un cas bien précis, ou bien dans des opérations de prêt. Là, la loi sur la protection du consommateur a élargi si vous voulez, l'abus de faiblesse et qui concerne l'exploitation, pardon, voilà. Elle consacre un principe général de sanction de l'exploitation de faiblesse ou de l'ignorance du consommateur. L'abus est désormais sanctionné dans toutes les pratiques commerciales. Ce principe traduit la volonté du législateur à renforcer la protection du consommateur. Donc, il ne l'a pas limité aux mineurs et à quelques opérations de prêt. Mais en ce qui concerne ce texte, il y a une différence avec le texte français. Carrément, où il a mentionné, c'est interdit. Au Maroc, on a mis est réputé nul par la force de la loi tout engagement né d'un abus de faiblesse ou d'ignorance. Donc, il a laissé les conditions d'application, un large pouvoir d'appréciation au magistrat. Donc, dans le cas de la France, donc on a mentionné, il est interdit d'abuser, carrément le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance. Donc, c'est tout à fait clair, c'est mieux que la disposition mise
place au Maroc. Les clauses, un autre cas, ce sont les clauses abusives. Vous savez, les clauses abusives créent au détriment du consommateur un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. On signe des contrats et il y a des fois des contrats qui contiennent des clauses abusives. Ces clauses abusives, ils sont prévues également par le DOC au niveau des articles 39 et 56. Mais ce que la loi sur la protection du consommateur a apporté, c'est que, quel que soit, ce n'est pas seulement au niveau des contrats, quel que soit le support de contrat, même un bon de commande, on peut constater un abus, une clause abusive. Même au niveau des factures, des bons de garantie, des bordereaux, des bons de livraison, c'est-à-dire on a élargi le champ pour toucher d'autres. Le caractère abusif, il est abusif de la part du professionnel qui se donne la possibilité d'interpréter à son profit les clauses du contrat. C'est la raison pour laquelle le contrat doit être transparent. On ne peut pas dresser une liste de toutes les clauses abusives, mais au Maroc, on a cité 13 alinéas au niveau de la loi, et c'est cas par cas, donc il arrive d'interpréter est-ce que c'est une clause abusive ou non. Alors qu'ailleurs, le législateur allemand, il a établi deux listes, une liste noire et une liste grise. Dans la liste noire, il n'y a que les clauses abusives interdites, alors que la liste grise, les clauses présumées. Et c'est au fournisseur de prouver le contraire. Ce n'est pas au consommateur. Le consommateur peut considérer ça comme clause abusive, mais le fournisseur a, lui, d'apporter la preuve qu'il ne s'agit pas de clause abusive. En France, nous, au Maroc, on a mis les 13 alinéas dans une loi. Et vous savez, pour modifier une loi ou l'actualiser, ça demande beaucoup de temps. En France, ils ont choisi le chemin le plus court. Il suffit d'un décret auprès d'une commission des clauses abusives pour revoir les listes, ajouter certaines pratiques et retirer certaines pratiques. En France aussi, ils ont adopté le système allemand des deux listes, liste grise et liste noire. Un autre phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est les ventes à distance. Eh bien, les ventes à distance, ça existait depuis le 19e siècle. Par le biais de catalogues, prospectus, les annonces, et on utilisait le procédé postal pour commander les produits. Donc, il est toujours pratiqué les ventes à distance, seulement les procédés de télécommunication avec leur développement, ils ont changé et on a commencé au lieu des prospectus, etc., on commence à utiliser le téléphone, les télécopies, l'Internet et la télévision. La multiplication des procédés de vente se sont multipliés et diversifiés qu'on a regroupé tout ça sous le nom de contrat à distance. La vente à distance, c'est toute vente qui se forme sans présence physique du vendeur. Celui-ci sollicite et de l'acheteur. Celui-ci sollicite l'acheteur par une technique de communication à distance et l'acheteur répond par une technique de communication à distance, soit la même, soit une autre technique. Ces techniques sont généralement utilisées pour la vente, mais elles peuvent aussi être utilisées pour les prestations de services. On a essayé d'organiser des ventes à distance, mais en vain. Ils ont mis les premiers syndicats aux États-Unis, ils ont mis en place un code moral, mais ce code moral n'a pas donné de résultats. C'est la raison pour laquelle le législateur est intervenu carrément pour réglementer les ventes à distance. Après les ventes à distance, il y a le démarchage, ce qu'on appelle le porte-à-porte. Donc, là, le vendeur, le démarcheur se présente devant la clientèle pour lui proposer des biens ou des services. Et par rapport à la vente à distance, la présence des deux parties est obligatoire. Le démarchage se fait de plus en plus au domicile du consommateur. Il prend pour cette raison le nom de vente à domicile ou de porte-à-porte. On l'a pratiqué pour les livres, pour les produits d'entretien, pour les appareils domestiques. Et il peut aussi concerner d'autres prestations de services
comme les assurances, ou on les appelle aussi les ventes directes. Quels sont les avantages du démarchage? Eh bien, elles présentent des avantages pour le consommateur parce qu'il ne se déplace pas, mais aussi c'est un commerce à risque du fait que les démarcheurs utilisent des procédés un peu agressifs et certains démarcheurs forcent les portes et grâce à des discours où il y a la vérité et le mensonge, sont adroitement mêlés et qu'il arrive à convaincre les gens à acheter des produits. Donc, les victimes, ce sont les consommateurs les plus faibles. Ils sont surpris chez eux, ils ne savent pas résister aux sollicitations et achètent sans réfléchir, des fois des objets qui sont inutiles. C'est la raison pour laquelle le législateur a introduit la rétractation pour faire face à ce genre de pratiques. En Europe, les associations de consommateurs, ils ont sollicité pendant longtemps de mettre en place une législation concernant ce type de commerce, mais ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont interdit la pratique de ce commerce pour certaines personnes. Je vais les énumérer tout à l'heure. Mais pour considérer une opération de démarchage, il faut d'abord que le client soit une personne physique. Il faut que le démarcheur se rende sur un lieu non destiné à la commercialisation du bien ou du service. Lorsque vous êtes dans un local de commerce, ce n'est pas le démarchage. Lorsque vous êtes dans un lieu en dehors du lieu de commerce, c'est le démarchage. Et bien aussi, il faut proposer un produit ou un service. Donc, en 2008, la France a introduit certaines dispositions qui ont permis d'écarter de la profession certaines personnes qui étaient condamnées pour vol, escroquerie, abus de confiance. Donc, c'est une garantie. Alors qu'au Maroc, le commerce, le démarchage, il est libre et il n'interdit à personne de pratiquer, même s'il est condamné pour les vols, escroquerie, etc. Tout à l'heure, j'ai parlé du droit de se rétracter. Il est prévu par la loi dans 3 cas. Dans les contrats conclus à distance, lorsque vous achetez un produit à distance, vous avez toujours la possibilité de vous rétracter. Vous avez 7 jours pour vous rétracter. Il y a le démarchage aussi, si on se présente chez vous à la maison ou dans la rue ou à l'occasion de l'organisation d'une excursion, on vous propose un produit, vous l'achetez, vous avez 7 jours pour dire non. Et il n'a pas à être payé, c'est-à-dire même si vous lui remettez un chèque, il ne peut pas l'encaisser qu'après 7 jours. Donc, le délai. Et il y a aussi les contrats de crédit. Quelles sont les règles qui sont appliquées au contrat? Il y a 2 types de garanties, et je parle là de garantie légale. Il y a une garantie qui est prévue par le Code des obligations et des contrats, et il y a des garanties qui sont introduites par la loi sur la protection du consommateur. Celles qui sont introduites par la loi sur la protection du consommateur, il y a la garantie conventionnelle qui est prévue dans le contrat. Lorsque vous achetez une voiture, on vous dit que vous avez une garantie de 3 ans, de 2 ans, 100 000 km. Donc, c'est une garantie conventionnelle. Et il y a aussi le service après-vente qui peut être prévu par le contrat. En ce qui concerne la garantie légale, elle existe, mais les gens ne connaissent pas la garantie légale. Elle est prévue par le DOC et ils ne connaissent pas. Donc, la garantie légale existe dans tous les contrats de vente, qu'ils portent sur des meubles ou sur des immeubles. Peu importe la qualité du vendeur, professionnel ou non, il doit la garantir. Donc, n'importe quelle personne qui vend un produit, il doit la garantir. Peu importe la qualité de l'acheteur, consommateur ou non, il a le droit à garantie. La condition, la garantie suppose qu'au moment de la vente, le défaut soit caché. Parce que des fois, on achète un produit, il y a un vice qui est caché, on ne peut pas le constater, on ne le constate qu'après utilisation du produit. Donc, lorsqu'on achète un produit avec un défaut, on ne peut pas revenir par la suite réclamer la garantie parce que c'est malvenu de s'en plaindre parce qu'on a accepté d'acheter le produit. La garantie, quand elle est applicable, ouvre un choix à l'acheteur, soit de se faire restituer le prix, donc c'est une action rédhibitoire, soit carrément de garder la chose, mais on doit réviser le prix à la baisse, c'est une action estimatoire.
Mais toujours est-il que les consommateurs ignorent la garantie légale parce qu'ils ne connaissent que la garantie contractuelle. Ils se croient désormais et ne songent pas à invoquer la garantie légale comme ils pourraient parce que c'est difficile à mettre en œuvre. Là, vous devez avoir un rapport sur, c'est-à-dire que le vice, par un expert, que le vice est caché au moment de l'achat, et s'adresser au tribunal, ça demande beaucoup de temps et les gens n'acceptent jamais d'aller au tribunal, d'autant plus que quand il s'agit d'un produit dont la valeur n'est pas très importante. La garantie conventionnelle, à la différence de la garantie légale, elle n'est due que si elle est prévue par le contrat. Elle se pratique souvent dans les ventes d'automobiles et des appareils domestiques. Donc, la garantie conventionnelle joue dès qu'un défaut apparaît. Lorsque vous bénéficiez d'une garantie conventionnelle, vous n'avez pas à prouver que le défaut existait avant ou après. Donc, c'est plus facile à mettre en œuvre. Le service après-vente, donc, dans son acceptation, que s'il est prévu par le contrat, ça devient un droit. Il nous reste le dernier point, c'est le crédit à la consommation. Le crédit à la consommation, il est affecté à des besoins personnels ou familiaux, par opposition au crédit qui est consenti pour les besoins d'une profession ou d'une entreprise. Il permet aux consommateurs de financer l'achat de produits ou de services. Vous savez que le crédit représente des avantages pour les consommateurs. Il leur permet d'obtenir des produits et des services sans attendre d'avoir épargné l'argent nécessaire. Mais il est un facteur de croissance pour l'économie parce qu'il stimule la consommation. C'est la raison pour laquelle ce crédit est encouragé dans la période de faible croissance. Mais le crédit présente aussi de graves dangers pour les consommateurs. Pourquoi? Parce que le consommateur, il est faible en face des établissements de crédit. Et le consommateur se trouve dans une position de faiblesse. Étant donné que les consommateurs ne savent pas bien résister aux attraits de crédit, ils ne comprennent pas toujours la portée des engagements qu'ils prennent. Sensible à ces dangers, le législateur est intervenu pour réglementer les crédits à la consommation. Le consommateur a besoin d'un crédit, il s'intéresse à son montant et à sa durée et aux sommes qu'il devra rembourser. Il se préoccupe rarement des techniques juridiques utilisées. Pour beaucoup, les techniques juridiques ont une réputation de complexité et découragent les non-spécialistes. Donc, un contrat intervient nécessairement entre celui qui fournit le crédit, l'établissement de crédit, et celui qui le reçoit. En d'autres termes, lorsqu'on demande un crédit à la consommation, bien sûr, il y a des crédits qui ne sont pas concernés. Tout crédit dont la durée est inférieure à 3 mois n'est pas concerné, n'est pas considéré comme un crédit à la consommation. Donc, il faut que la durée dépasse 3 mois. Deuxièmement, il faut que l'établissement de crédit fasse une offre de crédit avec des conditions. Et il doit garder cette offre pendant 15 jours. Et lorsque vous voulez demander le crédit pour établir le contrat, eh bien, elle doit se conformer à l'offre de crédit. C'est une obligation. Deuxième élément, il y a les crédits gratuits. Les crédits gratuits, quand ça existe, d'accord, il faut faire attention pour les consommateurs parce qu'il y a des sociétés qui vous proposent des crédits gratuits, mais avec des frais de dossier. Donc, ils manipulent, ils cachent les intérêts sous forme de frais de dossier. Donc, chaque fois, il faut vérifier que les frais de dossier, 0. C'est là où on considère le crédit, il est gratuit. Et la dernière chose à vous dire, c'est que lorsqu'il y a un crédit gratuit, ils doivent afficher le prix pour ceux qui payent au comptant. C'est-à-dire, celui qui paye au comptant, il doit bénéficier d'une ristourne. Chose que, personnellement, lorsque je vois au niveau des grandes surfaces afficher taux d'intérêt 0, taux gratuit, ils n'affichent jamais le prix qui doit être inférieur pour les gens qui payent au comptant. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas beaucoup parlé. Donc,
Je vous cède la parole. Je demande à Serbi de reprendre la parole et merci de votre patience. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Bahri, pour cette conférence sur la protection du consommateur. Moi, je peux vous dire que vous n'avez pas pris beaucoup de temps parce que vous avez pratiquement fait une conférence sur une discipline, on va dire. Parce que la quantité de notions que vous avez utilisées dans votre conférence, ça peut faire l'objet d'une année d'études. Donc, et comme vous le savez, en fait, il y a des travaux de recherche, des doctorats sur des notions très, très précises. Donc, vous n'avez pas pris, au contraire, vous n'avez pas pris beaucoup de temps. Vous avez résumé la protection du consommateur de manière générale. Moi, je ne voudrais pas faire un récapitulatif de ce que vous avez dit, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais je voudrais quand même dire deux mots à propos en fait, que vous avez parlé assez longtemps du contexte, et le contexte il est très important pour comprendre d'où on vient et pourquoi on est là, on est dans la situation actuelle. C'est-à-dire que l'histoire toujours d'une discipline est très importante pour comprendre, en fait, pour comprendre cette discipline. C'est-à-dire sans histoire, parce que le droit de la consommation, comme vous l'avez bien souligné, c'est un droit récent. C'est un droit récent. C'est un droit naissant qui est né d'un constat. C'est le constat que vous avez bien précisé, c'est celui de l'inégalité entre professionnels et consommateurs. Exactement. C'est qu'en réalité, depuis toujours, cette relation contractuelle entre professionnels et consommateurs était régie par le droit commun, ce qu'on appelle le droit commun des contrats, c'est-à-dire au Maroc, c'est le DOC, en gros. En France, c'est le Code civil. Dans d'autres pays, c'est d'autres droits, comme en Allemagne, le BGB ou autres. Donc, c'était en fait ces textes qu'on appelle des textes de droit commun qui régissaient cette relation en fait entre professionnels et consommateurs, et on ne faisait pas en fait cette distinction consommateur-professionnel. Parce que le droit commun des contrats, de manière générale, a été créé sur un postulat, celui de l'égalité et la liberté des contractants. C'est-à-dire les contractants sont égaux, sont libres et aussi sont rationnels. Moi, je ne suis pas économiste, vous êtes économiste et vous connaissez cette question de la rationalité du consommateur, est-ce qu'il est rationnel ou n'est pas rationnel. En tout cas, à la base, le droit des contrats considérait en fait les contractants comme égaux, libres et rationnels. C'est pour cette raison que le principe, de manière générale, était celui de la liberté contractuelle, c'est-à-dire chacun défend ses intérêts. Et le législateur n'a pas trouvé le besoin de défendre une partie par rapport à l'autre. Mais c'est pour cette raison que je vous ai dit l'histoire que vous avez racontée, elle est très importante pour comprendre pourquoi il y a le droit de la consommation. C'est qu'en réalité, avec tout ce que vous avez dit, la concentration économique, la technicité des produits, donc de plus en plus, on constate qu'il y a une inégalité entre le professionnel et le consommateur. Exactement. Et on considère, si on laisse la liberté entre ces deux personnes-là, certainement le professionnel va exploiter cette liberté pour en abuser et imposer en fait des clauses abusives aux consommateurs. Et tout le monde connaît en droit, même si les membres qui assistent aujourd'hui ne sont pas des juristes, mais tout le monde connaît la notion de ce qu'on appelle le contrat d'adhésion. C'est-à-dire on ne négocie pas, on signe et point barre. Donc, d'où la nécessité de l'intervention du législateur pour rééquilibrer, comme vous l'avez bien dit, cette relation entre professionnels et consommateurs. Parce qu'on considère de manière générale que ce consommateur est la partie faible. Donc, le contexte pour toutes les personnes qui s'intéressent au droit de la consommation, le contexte est très important.
J'ai trouvé aussi très important le lien que vous avez fait avec d'autres matières, avec le droit de la concurrence surtout, parce que justement, c'est ce qu'on vous l'avez bien dit, c'est le droit économique, ou pour certains, ils l'appellent le droit du marché, avec un peu le droit de la distribution. Pour le moment, au Maroc, comme vous l'avez dit, les distributeurs et les fournisseurs sont laissés de côté, ils sont soumis au droit commun des contrats, le DOC. Donc, il n'y a pas de réglementation, ils se débrouillent entre eux. Mais la loi, le législateur est intervenu pour protéger donc la partie faible qui est le consommateur. Après, bien sûr, il y a des questions, moi je ne vais pas les poser, mais certainement les membres qui assistent vont poser des questions. Il y a toute la question à propos de l'effectivité du droit de la concurrence, en tout cas au Maroc, parce que si on fait la comparaison entre le Maroc et la France, la jurisprudence du Conseil de la concurrence en France, c'est un nombre incalculable de décisions du Conseil de la concurrence. Effectivement. Au Maroc, on était perdu. Il n'y a pas très longtemps, on a donné un pouvoir décisionnel au Conseil de la concurrence, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas véritablement de décision je ne voudrais pas entrer dans les détails parce que vous avez parlé de l'exemple des carburants. Donc, et surtout parce que, comme vous l'avez bien souligné, c'est que le droit de la concurrence a un impact direct sur la protection des consommateurs. Parce que la liberté de la concurrence, elle est là justement pour réguler la relation entre les professionnels, mais au bénéfice du consommateur. Oui, exactement. C'est pour cette raison qu'il y a toutes les sanctions à propos des ententes illicites et ainsi de suite. Mais bon, quand on fait un petit tour et voir les stations d'essence, on peut se poser la question légitimement, est-ce qu'il y a justement une concurrence, une liberté de la concurrence? Et puis, bien sûr, vous avez fait le tour de tous les droits fondamentaux du consommateur. Vous avez parlé de plusieurs notions très intéressantes, en fait, quand vous parlez des clauses abusives, de la vente à distance, le démarchage, la vente en solde, et ainsi de suite. Donc, votre intervention était vraiment très riche, et je suppose que l'assistance a hâte de poser des questions, et c'est pour cette raison. Il y avait, au moment où vous exposez vos propos, des questions sur le chat, mais je ne vais pas les lire parce que je vais donner la parole oralement aux personnes qui veulent poser des questions. Et on va prendre question par question, c'est-à-dire vous posez une question, on donne la parole à M. Bahri pour répondre et ainsi de suite. D'accord? Donc, je vous donne la possibilité de poser des questions s'il y a des personnes qui veulent poser des questions. Et on va prendre un par un, une personne par personne. Donc, je vous donne la parole si vous avez des questions à poser. Vous pouvez utiliser la petite main, voilà, levez la main jaune, comme ça nous permet de voir que vous voulez poser la question et sur le plan, et c'est plus pratique, donc allez-y. Alors, vous cliquez, vous savez, c'est en bas sur la droite. Vous cliquez à réaction et vous avez la main, donc vous cliquez dessus. Levez la main, où il y a marqué lever la main. Pour ceux qui veulent poser la question, bien sûr. Y a-t-il des questions? Sinon, je prends en attendant que vous réfléchissez aux questions, je peux prendre en fait… les questions sur le chat. Oui. Sur le chat, exactement. Je peux faire ça. Il y avait M. Konaté qui était très actif sur le chat. Donc, je vais commencer par M. Konaté. Moi, je vais lire ces questions. Après, M. Bahri, vous répondez en choisissant, en fait, ou répondre à toutes les questions comme vous voulez. Donc, M. Konaté a posé pratiquement 3 questions. Comment on peut mener à bien une bonne négociation sans la présence des parties concernées, vu que la présence physique, les gestuels peuvent compter en faveur de telle ou telle partie? Ça, c'est la première question. La deuxième, cette vente en solde
quand vous parlez à propos de cette vente en solde. Cette vente en solde n'est-elle pas une manière voilée de vendre de vieux stocks de produits? Et la troisième question, toujours de M. Konaté, quelles sont les démarches à suivre en cas de clause abusive? Qui saisir? Comment le faire? Voilà. Donc, je vous laisse la parole, M. Behri. Oui, merci. Je commence par les ventes en solde. Les ventes en solde, on les pratique pour plusieurs raisons. Carrément, dans les pays développés, il y a les soldes de fin de saison. Donc, ils veulent déstocker parce que, tout à l'heure, j'ai parlé de créer des besoins. Il y a ce qu'on appelle la mode. Donc, ce qui fait que chaque saison, il y a des modes nouvelles. Donc, ils veulent déstocker. Donc, c'est la raison pour laquelle. Et souvent, on déstocke pour une raison économique. C'est que les marges, au début, sont très élevées et ils commencent à réduire les marges jusqu'à carrément vendre au prix coûtant. Donc, en fin de compte, ça ne voudrait pas dire, lorsqu'il y a vente en solde, qu'ils perdent de l'argent. Ils ne perdent pas d'argent. Donc, il y a toujours gain de l'argent. Ils veulent déstocker et ils veulent apporter de nouveaux produits pour attirer la clientèle. Donc, et le consommateur aussi, il bénéficie s'il est avisé. S'il est avisé, donc ce qui fait qu'il ne voit pas seulement le prix, il voit aussi est-ce qu'il a besoin du produit ou non. Donc, des fois, on achète des produits dont on n'a pas besoin. La question de clauses abusives, les clauses abusives, nous, au Maroc, on a 13 alinéas dans le texte qui considèrent certaines pratiques comme clauses abusives. Donc, on prend le cas et on le compare à un des alinéas. Et là, il y a l'interprétation. Est-ce que c'est une clause abusive ou pas clause abusive? Et dans ce cas, on s'adresse au tribunal. C'est le tribunal qui tranche est-ce que c'est une clause abusive ou non. C'est-à-dire, la disposition, il est prévue par la loi, mais c'est le tribunal, c'est le magistrat qui tranche. En ce qui concerne la négociation, vous m'avez posé une question sur la négociation. La négociation à distance, elle peut se faire quand il s'agit d'un produit banal. Mais quand il s'agit de dossiers compliqués, sophistiqués, donc c'est comme les opérations d'achat. On peut faire des opérations d'achat quand il s'agit de produits simples, mais on ne peut pas faire des achats qui coûtent des milliards à distance. Donc, on ne peut pas acheter un avion à distance. On ne peut pas acheter, mais on achète des petits produits à distance, on peut le faire. Donc, ça dépend de la nature du produit. Voilà, M. Rebéry. J'espère que j'ai répondu à M. Konaté. Très bien, monsieur Behri. J'ajouterai juste un petit élément parce que ça concerne le droit pour la compétence judiciaire, quel tribunal saisir. Bien sûr, c'est le tribunal qui statue sur ces questions. Parce qu'il y a eu une réforme pas très longtemps au Maroc, parce que cela a causé un problème au niveau de la compétence d'attribution. La loi 3108, à propos de laquelle M. Behri a parlé, c'est la loi au Maroc sur la protection du consommateur. Donc, prévoit en fait que le tribunal compétent, il a donné un choix en fait au niveau de la compétence territoriale. Au niveau de la compétence territoriale, il a donné un choix au consommateur, soit le tribunal où se trouve son domicile ou sa résidence, ou au contraire, en fait, c'est-à-dire la compétence territoriale normale, c'est-à-dire où ces produits, le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur. Donc, il choisit l'un ou l'autre. D'accord. Alors que, comme vous le savez, la compétence territoriale, la règle générale, parce qu'il y a plusieurs exceptions, mais la règle générale, si on veut faire intenter une action contre quelqu'un, il faut saisir le tribunal où se trouve son domicile, c'est-à-dire le domicile de ce qu'on appelle le défendeur. D'accord. Mais pour protéger, justement, c'est une manière de protéger aussi le consommateur. J'achète un bien à Marrakech, j'habite à Rabat, je peux saisir le tribunal de Rabat. Je n'ai pas besoin d'aller à Marrakech. C'est le minimum de le faire déplacer. C'est une bonne chose. Voilà, ça c'est une façon de le protéger. Et il y avait un problème au niveau du tribunal, parce qu'il y avait une notion de l'acte mixte, parce qu'il y a un commerçant et une partie civile. Et il y a une réforme pas très longtemps, il y a quelques années. Et maintenant, le tribunal compétent au niveau
de la matière, c'est-à-dire ce qu'on appelle la compétence d'attribution, c'est le tribunal de première instance. Ce n'est pas le tribunal de commerce. Le tribunal de première instance. C'est lui qui est compétent chaque fois qu'il y a un litige entre donc, un professionnel et un consommateur. Donc voilà, c'est juste par rapport à cette question de compétence. Donc je peux lire ensuite la question de M. Hbabi à propos apparemment des associations de protection des consommateurs, qui posent pas mal de problèmes, comme l'avait souligné chez le professeur Behr. Est-ce que les associations de protection des consommateurs constituées en se conformant au modèle de statut prévu par la loi et ses textes d'application est d'office une association ayant caractère d'utilité publique? Là, c'est là le problème. Pas toutes les associations ont un caractère d'utilité publique. Ça obéit à d'autres critères. En d'autres termes, les associations de consommateurs ne peuvent jamais se constituer en partie civile, sauf s'ils ont le caractère d'utilité publique. Donc, mais, à mon avis, ils peuvent jouer un grand rôle en ce qui concerne la sensibilisation, l'information, le conseil, l'écoute, et ça ne se fait pas. C'est déjà si on sensibilise le consommateur, si on lui donne les outils pour un petit peu se défendre, c'est très important. Et ça, il se fait de temps en temps. Il y a des associations qui sont un petit peu dynamiques, mais ils ne sont pas nombreuses. Vous savez, on a plus d'une trentaine, je crois, plus de 40 associations au Maroc. Mais il y a des associations sur le papier. Mais il y a des associations où il y a des gens qui font du bon travail. Donc, d'autant plus que les associations doivent avoir une certaine indépendance financière. Vous ne pouvez pas accepter des aides, c'est-à-dire avoir des relations avec des entreprises alors que vous êtes censé défendre le consommateur. Là, le caractère d'utilité publique, il n'est pas donné automatiquement à toutes les associations. Donc, ça, c'est un autre débat en ce qui concerne le caractère d'utilité publique aux associations. J'espère avoir répondu à la question de M. Hbabi. Merci. Oui. Merci à vous, M. Behri. Et cette qualité justement d'utilité publique, comme vous l'avez bien souligné, donne plus de pouvoir à ces associations de consommateurs. Parce que la loi 3108 prévoit des actions en justice, ce que vous avez souligné tout à l'heure. Mais toute association ne peut pas intenter l'action. Exactement. Dans la loi 3108, il faut soit avoir cette qualité d'utilité publique, oui, soit la Confédération nationale des associations qui a cette possibilité d'intenter des actions en justice, soit, je pense, la troisième possibilité, c'est d'avoir une autorisation administrative spéciale pour intenter une action en justice. Jamais. Et donc, c'est-à-dire les associations de consommateurs, au moins, peuvent jouer ce que vous avez dit, ce rôle de sensibilisation, d'écoute et tout ça. Ça, c'est la moindre des choses. Exactement. Ça, c'est ce qui est commun à toutes les associations. Après, tout ce qui est judiciaire, parce qu'en réalité, c'est ce qui est judiciaire qui est dissuasif. Parce qu'il y a quand même une action, une nouveauté au Maroc, qui vient en fait du droit anglo-saxon. C'est l'action de groupe. Oui. Group action. Oui. Donc, ça c'est quelque chose de très dissuasif qui a été inventé dans les pays anglo-saxons, qui a transité par la France et qui est arrivé avec la loi 3108 au Maroc. Mais pour cela, il faut l'une de ces qualités qu'on vient de dire. Exactement. C'est-à-dire, en gros, ce que je voudrais dire, c'est que les associations sans cette qualité-là, c'est comme un feu, comme on dit, qui ne brûle pas. Exactement. Mais et toujours, ils peuvent jouer la sensibilisation, exactement. mais pas plus. Par exemple, moi, on donnera la parole à M. Hbabi tout à l'heure. Par exemple, avec la hausse des prix au Maroc, il y a des entreprises que j'ai constatées personnellement qui ont réduit de la quantité des produits. Alors là, c'est le rôle des associations pour attirer l'attention des consommateurs qu'il ne faut pas comparer les prix et la qualité. D'accord? Donc, il y a des entreprises qui ont baissé, il y a des entreprises qui ont augmenté les prix parce que les autres entreprises ont augmenté les prix. C'est l'occasion d'augmenter les prix. Donc, tout le monde parle d'augmentation des prix, il augmente les prix. Donc, il n'y a pas de sensibilisation des consommateurs sur le fait qu'il y a des produits dont les prix sont libres. Donc là, ils doivent se défendre, ils doivent
comparer les prix. Ils doivent apprendre à comparer les prix parce qu'on ne compare jamais les prix. Généralement, on voit le prix des fois. J'ai vu, par exemple, pour les pots de confiture, vous comparez seulement les prix, et bien vous ne comparez jamais la quantité. Et des fois, ils mettent, par exemple, 700 grammes, 690 grammes, 600, mais partant de la comparaison des prix, vous dites, je fais une bonne affaire, mais en fin de compte, vous avez fait une mauvaise affaire. Donc, on n'a pas c'est-à-dire ce réflexe de comparer aussi bien les prix que la qualité, voilà, que les quantités. Je vous donne l'exemple du pain. Je ne sais pas si vous avez constaté, ils n'ont pas augmenté les prix du pain pour la simple raison, ils ont diminué le poids. C'est tout. Si vous faites très attention, si vous observez, il n'y a pas d'augmentation des prix. La farine a augmenté et les prix n'ont pas augmenté, c'est illogique. Donc, il faut baisser la quantité et les gens achètent, ils paient 1,50 dirham, ils paient, sauf certaines boulangeries qui ont carrément augmenté les prix. Je crois que M. El-Hababi a levé. Je donne la parole tout de suite à M. El-Hababi. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention et surtout pour ce sujet-là très important, qui est très vaste d'ailleurs, M. Bahri, on a fait un peu l'esquisse, c'est très très large d'ailleurs. Nous sommes tous des consommateurs, même les vendeurs ils sont des consommateurs. C'est un peu la question qu'ils ne veulent pas comprendre eux-mêmes. C'est vrai, vous avez raison. Parce que de toute façon, ils se transforment eux-mêmes en consommateurs. Poser la question des associations de protection des consommateurs et la qualité d'utilité publique, je fais juste allusion à l'article 154 qui précise bien que les associations de protection des consommateurs peuvent être reconnues d'utilité publique si elles satisfont à la législation et la réglementation des associations. Donc, tout le texte de la 58. Mais ils doivent en outre avoir pour objet statutaire exclusif la protection des intérêts des consommateurs et être régis par des statuts conformes à un modèle de statut type fixé par voie réglementaire. Donc, on a une association conforme à la loi 58. On a le seul objet et nous avons un modèle type qu'on a bien établi. Donc, normalement, en lisant cet article, d'office, nous avons le caractère d'utilité publique. Donc, c'est un peu ma lecture personnelle à cet article-là. Par contre, j'ai d'autres questions, si vous voulez bien. Allez-y, je peux continuer? Voilà. On vous écoute. Alors, j'ai des questions. Le son coupe un petit peu. Il est un peu saccadé. Par rapport au prix de qui vraiment on doit réclamer. Par exemple, j'ai un cas. Si vous voulez reprendre la question. Pardon? Si vous voulez reprendre, s'il vous plaît, la question. Parce qu'on est coupé. Vous m'entendez maintenant? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc ma question est la suivante. Au prix de qui précisément on doit réclamer en tant que consommateur? Je vais vous donner un exemple concret. J'ai constaté que dernièrement, un certain nombre de détaillants, ils ont augmenté le prix de la bobine de gaz de 12 kg, qui est bien en réclamation. J'ai saisi le Khidmat al-Mustahlik dépendant du ministère de tutelle. Il a transmis à une association qui est proche de ma résidence. Il a fait le nécessaire, il a envoyé un écrit le gouvernorat, c'est-à-dire l'AMLA, et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune intervention. J'étais obligé de chercher à droite et à gauche pour vraiment avoir les coordonnées de la personne en charge du dossier de l'AMLA, pour que je l'appelle personnellement, pour qu'il m'a promis de faire le nécessaire pour aller chercher exactement. Donc, vraiment, qui fait quoi? D'ailleurs, je vais répondre à votre question, monsieur. Alors, j'ai autre chose par rapport à l'imbrication et le chevauchement des attributions. Je vous donne le cas de l'ONSA et des bureaux d'hygiène dépendant des communes. Donc, par exemple, je suis victime de, je ne sais pas quoi, d'un problème de nutrition à un restaurant. Il y a les deux, mais au final, le compétent. Ensuite, il y a vraiment une multitude de personnes qui interviennent. Donc, si consommateur a des problèmes, je ne sais pas vraiment à quel sens je me fie. Il y a des choses qui dépendent de l'ensemble, des choses qui dépendent des douanes, des choses qui dépendent de l'AIMA. Il y a vraiment une multitude d'intervenants.
Une dernière question, une dernière question, vraiment, c'est très courante. C'est comment on justifie une transaction commerciale, notamment de vente, un contrat de vente, entre un commerçant et une personne physique consommateur. Et il ne lui donne rien comme justificatif. Et il peut toujours nier la transaction demain. Donc, comment vraiment prouver la transaction de vente? Et merci beaucoup. Et je m'excuse pour le... Je vous remercie, M. Hdabi. Je n'ai pas dit une chose qui est bizarre au Maroc. Je ne sais pas si vous connaissez qui est-ce qui a préparé le texte sur la protection du consommateur. Eh bien, c'est le ministère du Commerce. Et j'ai dit au cadre du ministère du Commerce, c'est illogique qu'un ministère qui est censé défendre les industriels et les commerçants défende le consommateur. Donc, moi, je vois ça quelque chose d'illogique. Donc, d'une part. Deuxièmement, qui est-ce qui est habilité à constater les infractions? Il y a les enquêteurs. Il y a les enquêteurs qui relèvent du ministère du Commerce et des enquêteurs qui relèvent des préfectures et provinces. Dans chaque préfecture ou province, il y a une division des affaires économiques au niveau de laquelle il y a des enquêteurs et ces enquêteurs doivent automatiquement donner suite à toute requête. Par exemple, la bouteille de butane, son prix il est réglementé. On ne peut pas augmenter le prix d'une bouteille de gaz parce qu'il y a les butanes propane et les butanes et les bouteilles de gaz qu'on utilise chez nous. Pour le propane, les prix sont libres, mais pour le butane, les prix il est réglementé. Donc, une augmentation, un PV doit être dressé par l'enquêteur et il va être sanctionné. Il peut être sanctionné par le gouverneur parce qu'il s'agit d'un produit réglementé. On n'a même pas besoin d'envoyer le PV au tribunal. Donc, le gouverneur a le choix. Il peut le sanctionner comme il peut envoyer le PV au tribunal. Donc, ces gens-là n'ont pas fait leur travail. Si vous avez, je ne sais pas, vous avez parlé de ministère de tutelle, est-ce qu'il s'agit du ministère de l'énergie? Donc, mais non. Le ministère du Commerce. J'ai envoyé sur le site de Khidmat Moustalik. Il a aiguillé vers une association. Non, il n'a pas à faire ça. Ils ont leur propre enquêteur. Ils doivent envoyer leur enquêteur sur place. Donc, ils n'ont pas fait le travail comme il faut. Oui, mais le problème, sauf j'ai oublié une chose de vous dire, à condition que l'enquêteur du ministère du Commerce soit habilité à constater les infractions en matière de concurrence. Parce que c'est la loi de la concurrence qui est appliquée en ce qui concerne les produits réglementés. Parce qu'il y a des dispositions dans la loi de la protection du consommateur sur les produits dont le prix est réglementé. Donc, ça relève, à condition qu'il soit enquêteur, dispose d'une carte en ce qui concerne la loi de la concurrence, il constate le PV, il l'envoie au gouverneur et c'est le gouverneur qui sanctionne, c'est prévu par la loi. Deuxième chose, l'ONSA. Nous, on a un grand problème au Maroc, les chevauchements. Vous savez, on n'a pas une structure responsable. Pour l'ONSA, c'est une très bonne action qu'ils ont, réuni tous les services de la répression des fraudes, la protection des végétaux et l'élevage, etc. On a regroupé dans un seul département, c'est une très bonne chose. Restent les autres services. On a, par exemple, vous avez été victime d'une intoxication. Vous savez, le restaurant, il a obtenu une autorisation de la municipalité. Et c'est le bureau d'hygiène qui a fait la visite pour octroyer l'autorisation. Automatiquement, la première structure à appeler, c'est le bureau d'hygiène. Et on peut appeler l'ONSA pour effectuer le contrôle d'autres produits, parce que l'ONSA peut effectuer un prélèvement, l'envoyer au laboratoire et dresser un PV. Donc, ce qui fait que les deux parties sont concernées par l'intoxication. La moindre des choses que peut faire le bureau d'hygiène, c'est que de bloquer l'autorisation. Vous savez, c'est la décision la plus dure pour un établissement qui vend des repas. Donc, c'est de le voir fermé pour intoxication. La question la dernière, ça concerne comment prouver les transactions commerciales. Oui. Vous savez, la loi sur la protection du consommateur oblige tout commerçant, tout vendeur ou prestataire de service de délivrer un document. Le ticket de caisse, c'est une preuve.
c'est-à-dire il est obligé. Un bon de livraison, c'est un document. Donc, s'il ne délivre pas ce document, il est en infraction. Et vous pouvez porter plainte contre lui qu'il refuse de délivrer un justificatif comme de la transaction. Vous avez raison, si vous n'avez pas le justificatif, vous ne pouvez rien prouver. D'ailleurs, vous le constatez au niveau de certains magasins, vous pouvez retourner les marchandises à condition de présenter le ticket de caisse. Si vous n'avez pas le ticket de caisse, ils n'acceptent pas le retour de la marchandise. J'espère que j'ai répondu à vos questions, monsieur. Non, c'est bon, monsieur. Merci beaucoup. Très bien, monsieur. Il y a une autre question sur le chat, je vais la lire. Et je salue au passage l'auteur de la question, Hanan Semaka, qui était mon ancienne étudiante à la fac de Salé. Elle dit, vous avez parlé de la publicité comparative. Déjà au niveau international, on a pu assister à de telles publicités. Exemple BMW contre Mercedes. On ne sait pas si c'est permis au Maroc. Vous avez un peu répondu à la question. C'est permis au Maroc à condition qu'elle soit véridique et qu'elle soit loyale. Comparer le comparable, c'est permis. Mais d'ailleurs, il y a eu des publicités, j'ai oublié, ils ont fait passer une publicité comparative au Maroc. Donc, il y a un début. Il y a un début, donc à condition qu'elle ne doit pas induire le consommateur en erreur, à condition qu'elle soit véridique et à condition de comparer le comparable. C'est tout. Voilà les conditions pour une publicité. Et il y a un début au Maroc, il y a 1 année ou 2 années, on n'a pas fait passer une publicité à la télé, une publicité comparative. Mais pas en citant les noms, mais en montrant les logos et les couleurs des logos. Donc le consommateur doit déduire le nom de la marque à partir des couleurs de logo. Moi, j'ai eu l'occasion de constater ça. D'accord? Et merci, mademoiselle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi les écrire sur le chat si vous n'avez pas de micro, vous ne voulez pas poser les questions oralement. Sinon, je vous donne la parole. Bon, apparemment, je pense qu'ils n'ont plus de questions. Donc, peut-être qu'il faudra penser à conclure. Si vous voulez bien, cher professeur, et je tiens d'abord à avant de vous donner la parole pour la conclusion, je tiens à vous remercier vivement pour cette intervention. Professeur Behri, professeur Arbei, c'est toujours un plaisir de vous écouter et c'était vraiment très riche, on a beaucoup appris. Je tiens à remercier également tous les participants de toute l'Afrique, Dame Afrique qui est là, qui est présente. Et donc, on vous dit au prochain webinaire. Ça va être au mois de septembre, n'est-ce pas, Monsieur Behri, le prochain? Exactement. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous laisse la parole pour conclure. Donc, à vous la parole, Monsieur Behri. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier encore une autre fois pour votre apport, pour votre présentation et pour votre patience. Et je remercie toutes les personnes qui se sont donné la peine de se connecter pour nous suivre. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Il y a des problèmes en ce qui concerne l'application. Probablement, ça mérite un autre webinaire. Donc, je vous remercie et probablement parce que j'écris ces derniers temps en ce qui concerne la flambée des prix, les hausses des prix. Et donc, ils peuvent consulter le site de la Nouvelle Tribune. Donc, il y a des articles que j'ai déjà publiés, 2 articles. Le 3e, il est en cours de préparation en ce qui concerne la problématique des prix au Maroc. Donc, j'espère partager le petit savoir que j'ai avec nos étudiants et les personnes qui sont intéressées par les prix. Je vous remercie encore une autre fois, Madame Moufakir et Monsieur Arbei. Merci à vous, Monsieur Arbei. À vous la parole. Moi, je n'ai rien à ajouter, à part que je comprends un petit peu la frustration de M. Behri parce que le domaine est très large. Exactement. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails. Ça mérite certainement
pas un seul webinaire, mais plusieurs. Et j'espère que M. Bahri organisera en fait d'autres webinaires par rapport à cette matière, parce que c'est une matière en fait très, très intéressante. Et en fait, que ce soit des juristes ou des économistes, doivent s'intéresser à cette matière tout simplement. D'ailleurs, on l'a dit, ça fait partie du droit économique. Et dans le droit économique, vous avez droit et économie. Il est à cheval entre l'économie et le droit. Donc, c'est une matière très, très intéressante. Et je vous remercie beaucoup, M. Bahri, pour cette tentative de synthèse qui n'est pas facile, je comprends très bien. Et je remercie toute l'assistance, ceux qui ont posé des questions et ceux qui n'ont pas posé de questions, pour leur patience. Et merci beaucoup aussi à vous, Madame Oufakir. Et vous nous manquez énormément si jamais Inch'Allah, la rentrée, Inch'Allah. La rentrée, voilà, très bien. Donc, merci à vous encore une fois. Je tenais quand même à rajouter une petite chose avant de vous dire au revoir et de vous souhaiter une bonne soirée. C'est que le webinaire a été enregistré et nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer. Donc, on va vous envoyer l'enregistrement à vous tous. Voilà. Merci. Voilà. Donc, merci à vous. Merci à vous. Bonnes vacances et bon retour, M. Rebey. Merci beaucoup, M. Bahri. Merci beaucoup. Voilà. Madame Oufakir, à demain. À demain, M. Bahri. Et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.